Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Mararabia pour ce nouveau numéro de Microscoop, 5 juillet 1962, couverture spéciale depuis hier au sein de notre chaîne. Il est important à chaque date qui marque l'Algérie de revenir avec nos invités sur ces dates historiques. Donc après 7 ans de guerre, on en parlait hier, l'indépendance de l'Algérie est proclamée ce 5 juillet. 1962, déclarée fête de l'indépendance, mais impossible de ne pas avoir tout de même une pensée pour ces 7 ans de guerre, toutes les personnes qui ont payé de leur vie, et encore une fois, toutes ces familles qui sont meurtries aujourd'hui, sans compter les chocs psychologiques. Un hommage à nos martyrs, à nos shuhada, et puis Oran, en ce 5 juillet 1962, c'est la panique, une fusillade éclate dans les rues d'Oran. Bilan de la journée, une centaine de morts, près de 200 blessés et des disparus. Donc paix à leur âme. On a une pensée bien évidemment pour nos frères et sœurs à Oran. Toute une nation, des familles, toute une jeunesse qui attendait ce grand jour, être enfin libérée de cette colonisation française qui a duré 132 ans, 7 ans de guerre, je le disais, des dégâts donc colossaux, pertes humaines, torture et violence sans nom. Un bel avenir attendait l'Algérie, le plus grand pays d'Afrique et toutes ses richesses. On en parle longuement ici dans nos plateaux. De belles perspectives et de beaux projets économiques en projection attendaient ce pays. Un avenir démocratique tant espéré, un État souverain tant attendu et un peuple assoiffé de tout simplement parler, de s'exprimer dans les urnes et que son avis compte. Mais rapidement, c'est l'échec, le désespoir. Dès les premiers mois, dès les premières années, l'espoir de vivre libre et vivre une réelle indépendance. On va y revenir ce soir. Il y a cette indépendance célébrée aujourd'hui. On aura quelques images et puis on va en parler de cette joie, de cette fête. Elle est importante. C'est une date hautement symbolique pour le peuple algérien. Mais où est cette réelle indépendance que souhaite le peuple algérien maintenant depuis plusieurs années? Donc un espoir qui s'effondre dans l'esprit et le regard des Algériennes et des Algériens. La stratégie du pouvoir personnel est mise en place et militaire prend donc place et prend le pays en ploie. Comme d'ailleurs l'expliquera en 1994 l'ancien président du PGRA, Farhat Abbas, dans son livre intitulé L'indépendance confisquée. C'est donc le titre de l'émission. Il exprimera un bilan sans complaisance de l'Algérie de 62 à 78, un livre publié en 84, donc de 62 à 84, vous l'avez compris, rien n'a changé. Farhat Abbas qui démontrera comment l'indépendance fut donc confisquée par Ben Bella d'abord et par Boumedienne ensuite, deux personnes qui resteront unies pendant plusieurs temps, en soumettant donc une confiscation, en soumettant l'Algérie à un pouvoir personnel militaire. Ils ont entravé son évolution, dit Farhat Abbas, pour continuer à le citer. Ils ont trahi le sang des shuhada, nous dit ici l'ancien président du PGRA. L'Algérie pouvait trouver son équilibre, on va en parler aussi ce soir, en associant d'abord l'héritage de l'islam, de la religion, important, sa dimension sociale, économique, géographique, le plus grand pays d'Afrique, une belle démographie en perspective et une conception libérale de la démocratie. Même si le peuple algérien est toujours heureux, je vous le disais tout à l'heure, de fêter, de célébrer cette grande journée en ce 5 juillet d'indépendance, il n'en reste pas moins que les 364 jours ressemblent plutôt à un quotidien difficile, assez noir, des journées qui riment avec difficultés économiques, toute une jeunesse qui rêve de l'Eldorado à l'étranger, des libertés bafouées, un champ politique, syndical, médiatique, on en a longuement parlé encore malheureusement cette année, de plus en plus réprimé, l'échec du système d'éducation, à peine l'obtention du bac, c'est encore d'actualité. Eh bien, les jeunes, malheureusement, après avoir obtenu leur bac, souhaitent une seule chose, fuir, partir à l'étranger. D'ailleurs, c'est une jeune bachelière qui était donc accueillie par le président Tebboune l'année dernière et qui souhaitait malheureusement partir à l'étranger. Et puis, la santé. Beaucoup, malheureusement, sont malades et n'ont qu'une seule issue, partir en Suisse, au Canada, en Espagne ou en France pour se faire soigner. Mais vous me direz, quand plusieurs ministres, des généraux, des hauts responsables militaires, des ministres ou encore le président lui-même se soignent à l'étranger,
Tout est dit. Alors en même temps, d'un côté, une Algérie nouvelle, d'un président avec des projets propices, un pays où il invite les pays du monde entier, notamment les institutions publiques ou les entreprises privées de Russie à venir s'installer notamment en Algérie, une nouvelle Algérie par le président algérien. Et d'un côté, c'est un autre pays, un peuple qui depuis 62 accumule les révolutions, 62, 88, 90, 2009, 2014, 2019, ça continue encore aujourd'hui. Donc on va essayer de comprendre pourquoi deux pays, pourquoi deux visions. Alors peut-on parler réellement d'une indépendance? Toujours les mêmes slogans, Daoula Madaniya, Machi, Askaria, un changement de système, halte à la corruption, halte à la répression, la parole au peuple. Voilà ce qu'on peut entendre aujourd'hui encore depuis plusieurs mois, notamment depuis 2019, une révolution qui continue, un peuple qui tente de vivre libre, dignement dans son pays. Peut-on donc parler d'une réelle indépendance? C'est la question qui se pose ce soir. C'est quelques images et on en parle avec nos invités. Algérie, donc une indépendance confisquée. Avec nous pour en parler, elle connaît très bien le pays. Algérienne, elle habite en France, militante politique. Il était important aussi de revenir avec cette révolution au sein de la diaspora, les mêmes revendications. Assia Guéchoud, bonsoir. Salam alaikum, Azul Fillawan. Merci de me recevoir et je salue tous les téléspectateurs de l'intérieur et de l'extérieur. Merci d'être avec nous. Comment parler d'indépendance depuis toutes ces décennies sans parler de justice? Y a-t-il une justice indépendante en Algérie? Et puis, on va parler des droits. Il a été vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui a été dissoute d'ailleurs pendant ces décennies. On va en parler. Il est aujourd'hui vice-président de la Fédération internationale des droits humains. Maître Aïssa Rahmoun, bonsoir. Zoul, salam alaikum, bonsoir. Merci pour l'invitation. Je salue les invités de Magharibia, mais aussi les téléspectateurs. Alaikum salam, merci d'être présent. Et il est avec nous apparemment. On devait l'accueillir un peu plus tard. Comment parler d'indépendance sans parler de parti politique, bien sûr. Hein. Rachid Hassani est avec nous, secrétaire national du RCD en charge de la communication. Bonsoir, cher Rachid. Allô? Oui, Rachid. Bonsoir Chaban. Bonsoir Chaban, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à vos invités. Merci d'être avec nous. Alors, je sais que vous avez une période, une journée un peu difficile. On a une pensée pour votre famille et vos proches. Je vais commencer par vous, donc pour vous libérer. Il y a eu, on en parlait hier, donc 54, donc 68, c'est 7 ans de guerre, mais avant 62, pardon, mais avant il y a eu ces révolutions. Aujourd'hui, on va évoquer tout de même. J'aimerais vous faire réagir sur le peuple algérien n'a jamais accepté cette colonisation et il n'a jamais accepté aussi quelque part ce pouvoir. Il est en quête de liberté. Ces révolutions, tout de même, elles ont 62, un peu plus tard 88, mais il y en a eu avant 2009, 2001, 2019 aujourd'hui. Elles sont importantes, elles se sont accumulées, elles continuent ces révolutions en Algérie. Allô? Oui, on vous entend. Allô, bonsoir Chaban. Rebonsoir Rachid Hassani. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu un peu ma question globale. Voilà, on a un petit problème de son. On va essayer de retrouver. Je sais que vous avez dû quitter la capitale pour des raisons de famille. Merci d'être avec nous. Assia Guéchoud, je reviens à vous. Bonsoir une nouvelle fois. On va avant effectivement d'évoquer la situation aujourd'hui. Peut-on parler d'une réelle indépendance? Est-ce qu'elle est toujours confisquée ou pas? Sachant qu'il y a quand même deux mondes. Il y a tout de même, après 62, le peuple algérien rapidement, malheureusement parce qu'il aurait pu faire autre chose, mais rapidement il est entré, il a continué les révolutions, alors cette fois-ci peut-être pas contre les Français, mais quelque part un peu contre son pouvoir avec toujours les mêmes revendications. Oui, rebonsoir. Bien entendu, le peuple algérien a compris depuis longtemps que cette indépendance lui a été confisquée. Parce que finalement, la colonisation, c'était quoi? C'était deux Algéries, l'Algérie française
et l'Algérie des indigènes. Aujourd'hui, c'est peut-être plus l'Algérie française, comme l'a dit Hossein Ait Ahmed, Allah yarhamou. Nous avons libéré le pays, mais nous n'avons pas réussi à libérer le peuple. C'est-à-dire que la terre est libérée des bruits de bottes de l'armée française. C'est clair que les chars français, l'armée française n'est plus présente sur le sol algérien, mais finalement, la France officielle est toujours présente dans les décisions qui ont été prises dans le pays, et à travers les DAF, les déserteurs de l'armée française, qui ont été installés au pouvoir d'une manière assez stratégique, la France est restée dans le pays. Après, ce que j'appelle les deux Algéries qu'il y a actuellement, comme pendant la colonisation française, c'est l'Algérie des généraux, l'Algérie de Club des Pins, l'Algérie del Mouradia, des privilèges, et l'Algérie du peuple, qui n'a pas accès au minimum vital, dont les salaires sont minables, dont le niveau de vie est déplorable, l'accès aux soins, comme vous le savez, est réservé à une certaine caste. Donc voilà, il y a toujours deux Algéries. Ce n'est plus le colonisateur, mais aujourd'hui, c'est ce régime, et le peuple l'a bien compris. C'est pour ça qu'il continue à scander son indépendance et à vouloir se libérer de ce régime. Chaban. Voir qu'il y a beaucoup de mal à se faire entendre, puisqu'il y a tout de même un degré de légitimité. Alors peut-on aussi parler d'une indépendance avec un degré aussi important de légitimité, vu par exemple le succès, ironie bien sûr, qu'il y a dans les urnes. On en parle dans quelques instants. Rachid Hassani, on vous retrouve, j'espère que la connexion sera meilleure. Voilà, je vous demandais tout à l'heure, après 54, après 62, rapidement, les Algériens, c'était aussi des périodes que vous avez connues, ont commencé quelque part les révolutions, comme la dernière en date 2019, mais il y en a eu plusieurs. Il y a eu 88, l'arrêt du processus démocratique aussi en 90, 91. Donc c'est toujours un combat aujourd'hui, ces révolutions. D'abord, je voudrais souhaiter bonne fête aux Algériens, même si ils ont été spoliés de leur indépendance et de leur victoire sur le colon français. La décolonisation, en fait, elle consistait à libérer un territoire, mais aussi à libérer un peuple. Notre révolution, malheureusement, a abouti à la libération du territoire, mais le peuple est aujourd'hui encore sous le joug d'une dictature qui ne veut pas s'estomper, qui ne veut pas s'arrêter. Le peuple algérien n'a pas encore recouvert toute la plénitude de cette indépendance, donc sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan des libertés, sur le plan de la démocratie. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons que nous désoler d'une situation qui aurait pu être autre. Nous sommes là en tant qu'RCD, en tant que militants, en tant que parti politique, justement, à militer, à sensibiliser, à nous battre pour justement aller à chercher cette indépendance totale du peuple algérien. Voilà, donc aujourd'hui, il y a deux Algéries. Il y a une Algérie officielle qui continue dans le mensonge, qui continue qui continue à gouverner malgré le peuple algérien, qui continue ces méthodes de répression, sa non-gestion, sa non-gouvernance. Elle continue dans la gabegie, elle continue à dilapider les ressources nationales et un peuple qui ne cesse de s'appauvrir, un peuple qui n'arrive pas à être au diapason des autres peuples du monde. Rachid Hassani, vous expliquez effectivement que rapidement, voilà, la parole a été confisquée au peuple. Le peuple, sa souveraineté a été confisquée. Selon vous, c'est dû à quoi dès le départ? Pourquoi est-ce que dès le départ, on n'ait pas eu des partis politiques, des responsables politiques qui se sont dit OK, ça suffit, 132 ans, le pays est à nous, nous avons de belles perspectives devant nous, j'en parlais en introduction. Selon vous, d'où viennent
ces raisons? Pourquoi très rapidement la stratégie, la méthode du pouvoir personnel, du pouvoir militaire qui se met en place et du parti unique par la suite? Eh ben, c'est très simple. Ce n'est pas ceux qui ont fait la guerre qui ont pris le pouvoir après. Donc, nous avons eu un faux départ en 62. Ce n'était pas les véritables libérateurs du pays qui ont présidé aux destinées de l'Algérie. Tout à fait au départ, nous savons tous comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé au lendemain de l'indépendance, quand ils ont commencé à emprisonner les véritables libérateurs, les véritables maquisans, les véritables moudjahidines qui devaient naturellement être destinés, présider destinés de l'Algérie. Donc nous avons pris un faux départ. On n'a pas pris un bon départ. On n'a pas fondé un véritable système politique qui puisse permettre aux Algériens de choisir eux-mêmes le responsable et de dire ce qu'ils pensent. Donc voilà. Donc et puis après c'est une question de pouvoir et nous sommes restés là. Donc c'est une question de pouvoir, de lutte de clans, de pouvoir, donc de partage de la rente, et on fait peu cas du peuple et de ses désirs, ses aspirations. Voilà, donc ça continue malheureusement. Donc on est encore à la recherche de cette Algérie voulue par nos valeureux martyrs pendant la guerre de libération 54-62. Voilà, donc la raison est toute simple. C'est que ceux qui ont pris le pouvoir en 62, ce n'étaient pas ceux qui étaient là pour donc construire le pays. Rachid Hassani, qui dit pays, dit parti politique pour construire, proposer des projets, avoir la confiance aussi du peuple pour qu'il puisse aller dans les urnes et faire confiance et faire développer le pays à tout point de vue, santé, éducation, économie. Donc l'épargne de pouvoir politique a une réelle importance et c'est tout de même un rapport de force qu'il faut créer. Aujourd'hui, effectivement, on fait le constat, puisque même vous, le RCD, vous êtes intimidé, des difficultés à vous réunir. Mohsen Ben Abbas, pareillement. Le Atman Mazouz, votre président, pareillement. Et puis les autres partis, le MDS, l'UCP, il faut les citer, l'UDS de Karim Tabou, ils sont nombreux comme ça. Quel constat vous faites? Parce qu'il y a une responsabilité à la fois des partis politiques de travailler, d'être présents, de vous exprimer. Mais est-ce qu'à la fois vous pouvez dire que depuis toutes ces années vous êtes, vous restez opprimé, vous avez du mal à entrer à l'Assemblée et à travailler pour le peuple? Bien sûr, la situation, non seulement elle est restée telle qu'elle, mais elle s'est empirée depuis 2020 notamment. Et depuis le soulèvement populaire de 2019, donc le pouvoir a choisi son option, une option autoritaire, une option donc de répression, de musulmans, de liberté, de bâillonnement de la presse. Et voilà, la situation s'est empirée. C'est pas le bon chemin. Nous savons tous, nous sommes convaincus que ce pouvoir va dans le mur, que ce n'est pas bien pour le pays, que cette situation peut nous amener à vivre des lendemains qui déchantent, des lendemains qui sont très dangereux, des lendemains qui ne sont pas bien pour le pays. Donc, nous ne cessons jamais de le rappeler. Il faut ouvrir. Il faut rétablir la confiance entre les gouvernants et les gouvernés, entre les gouvernants et le peuple. Il faut ouvrir les canaux de dialogue, il faut débattre sérieusement, il faut dialoguer sérieusement avec le peuple à travers ses représentants, à travers les partis politiques, les syndicats, les forces vives de ce pays. Nous aussi, de notre côté, il faudrait qu'on arrive à se parler, à débattre. Il faudrait qu'on arrive enfin à créer ce rapport de force, parce que la politique c'est ça. Il faut créer ce rapport de force politique nécessaire, pacifique, pour ramener ce pouvoir à la raison, pour le ramener à reconsidérer sa décision, pour le ramener à la table de négociation, à la table du dialogue, pour qu'enfin l'Algérie retrouve la paix, retrouve la sérénité, retrouve le chemin de la fondation, retrouve le chemin de la construction, et pour qu'on puisse enfin être à la hauteur et dire des sacrifices de nos valeureux martyrs à qui je rends hommage aujourd'hui. Je m'inscris devant leur mémoire, eux qui ont libéré le pays, mais qui malheureusement nous n'a pas su, comme je dis, nous donc depuis 60 ans, on n'a pas su construire ce pays, on n'a pas su défendre les mémoires de nos valeureux martyrs comme ils
qu'ils ont voulu ce soir comme ils l'ont souhaité. Dernière réaction, dernière question avec vous, Rachid Hassani. Alors, il faut parler au peuple et vous parlez effectivement des partis politiques. Mais on a tout de même d'un côté, 61 ans après, une autre partie du pays. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, dernièrement, donc, il dit clairement en Russie devant le monde entier que l'Algérie donc est prêt à accueillir de l'investissement. Il parle d'une nouvelle Algérie. Il s'exprime longuement depuis qu'il est au pouvoir qu'il n'y a pas de répression, que les journalistes sont libres, que tous les partis s'expriment et travaillent librement. Comment vous expliquez tout de même ce double, d'un côté on a ces militants qui sont encore là et encore dimanche dernier à République d'ailleurs, à Sergueï Choudi était aussi, elle va nous en parler, et puis d'un côté on a un président qui vit totalement dans un autre monde, il ne connaît pas son pays, il est où Abdelmadjid Tebboune dans tout ça? Non, mais c'est pas parce qu'ils connaissent pas le pays, nous sommes complètement dans le déni d'une réalité. Et la gravité, c'est celle-là, justement, c'est quand on veut pas voir la réalité en face, la réalité amère de ce que nous vivons. Lui-même, il avait dit qu'on n'avait pas de détenus d'opinion ni de détenus de politique. Lui-même qui parle effectivement en Russie d'investissement et d'une Algérie qui a complètement changé, dans un climat favorable, un investissement mais lui-même parle de ministre et d'un gouvernement qui ne réagit pas, parle d'une administration lourde, parle de bureaucratie, parle d'entrave, il parle de blocage. C'est le même chef de l'État qui parle de ces blocages. Donc nous sommes dans un déni total de réalité. On ne veut pas avoir la réalité en face, ni sur le plan politique, ni sur le plan économique, ni sur le plan culturel. Je vous dis que la situation aujourd'hui est complètement gelée dans le pays. Les Algériens sont angoissés aujourd'hui. Il y a une inflation galopante, il y a des problèmes à l'école, il y a des problèmes sur le plan du chômage, il y a des problèmes d'inflation, il y a des problèmes partout. Ce n'est pas très difficile de surmonter tous ces problèmes. Nous sommes un peuple qui n'est pas différent des autres peuples. Nous sommes un peuple qui peut bâtir, qui peut construire son pays. Nous sommes un peuple intelligent comme tous les peuples du monde. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un climat favorable, c'est un climat politique. C'est que ce peuple est absent des grands choix qui sont proposés aux Algériens, qui sont pris au nom des Algériens. Il faudrait qu'on arrive définitivement à consulter les Algériens pour tout ce qui concerne leur avenir, sur tous les domaines. Donc, merci. Cette question politique de la légitimité des institutions qui perdure depuis 62 et qui empêche l'Algérie, les Algériens de décoller, de construire le pays. Voilà, c'est ça le problème. Merci infiniment, Rachid Hassani, d'avoir pris ces 10 minutes avec nous. Je vous libère, une journée un peu particulière pour vous. Merci vraiment d'avoir été avec nous. Tout de même, cette journée, c'est la fête. On disait, elle est importante cette journée pour les enfants, les adultes, la famille algérienne. Donc on regarde ces quelques images et on a tout de même une pensée de joie puisqu'elle est importante cette journée. Voilà, il est important, souvent, et on a des réactions sur les réseaux sociaux, mais bien sûr, on relève les côtés positifs. Ce peuple qui est fier, on a toujours la chair de poule et il est là, il y a ces jeunes générations, la main sur le cœur, donc elle est importante cette journée, mais dans le cadre de nos émissions, vous le savez, il est important aussi de revenir sur la situation
concrète de ce peuple justement qui s'offre un peu d'oxygène en ce 5 juillet 62, mais qui demain donc retrouvera aussi son quotidien difficile. Maître Rahmoun, vice-président de la FIDH, merci d'avoir patienté, cher Aïssa Rahmoun. D'abord un mot, on a vu des images comme ça, bon la chair de poule toujours, malheureusement vous avez dû vous exiler, mais vous connaissez très bien le pays d'un point de vue justice, vous avez vécu ces moments-là. On est toujours ému quand on voit ces moments. Bonsoir, ému, oui, tout à fait, parce que il faut dire que la révolution, comme l'a si bien dit Farhat Abbas, non seulement elle a été confisquée, mais il faut dire que l'indépendance est l'aboutissement d'un processus de libération dans tous les pays du monde qui étaient colonisés, en passant par le Vietnam, arrivant en Algérie, en passant par l'Afrique du Sud. Il y avait des appareils politiques qui se sont installés et ces appareils politiques qui ont contribué à la libération de leur pays par voie politique ou par voie armée, comme le cas de l'Algérie, à travers l'ALN, l'armée de libération nationale. Il faut dire que à un certain moment, ils étaient des ayants cause. Et l'indépendance territoriale du territoire est là, comme l'a si bien dit Assia, qui a paraphrasé Hossein Ahmed. L'esprit de la libération, l'esprit de l'indépendance était trahi. Ils étaient des ayants cause, très rapidement, ils sont devenus des ayants droit. Et quand on est ayant droit, c'est le fait de s'approprier ce droit à disposer des autres, à disposer des sociétés, de la société algérienne. Ce n'est pas le seul cas, Algérie n'est pas le seul cas de par le monde qui voyait ces entités politiques et militaires s'approprier un pouvoir exorbitant, à tel point qu'ils sont devenus les nouveaux colonisateurs des sociétés qui aspiraient à la libération. Donc l'indépendance, en fin de compte, c'est l'aboutissement d'un esprit de libération. Pour l'hymne national, il faut toujours le rappeler, et là, je me permets un parallèle, si tu permets, si Chaban, je trouve que l'hymne national algérien est le seul hymne national de tous les pays qui étaient colonisés, qui évoque le colonisateur. Est-ce qu'on est... Ce qui a fait polémique d'ailleurs dernièrement. Tout à fait. Est-ce qu'on est dans un esprit de libération des consciences, de libération des esprits, de libération de l'humain qui est au centre de toute révolution, qu'elle soit permanente, bien sûr. D'une autre part, ce parallèle, vous voyez comment l'utilisation, la manipulation de l'hymne national sur fond de l'assassinat de Naël, notre concitoyen algérien qui était assassiné en France, qui est aujourd'hui destillé à l'opinion publique nationale, soit en Algérie ou pour la diaspora, pour faire revivre ce passé entre les deux rives de la Méditerranée. Bien que aujourd'hui l'Algérie est la cible non pas seulement de la France, mais aussi c'est la cible de la Russie, des États-Unis d'Amérique, de toutes les puissances du monde. Pourquoi on est la cible? Mais si vous parlez de cible, peut-être effectivement il y a l'indépendance du peuple. On va encore en parler parce que je voudrais vous interroger sur voilà aussi sur la justice, parce que qui dit indépendance dit justice. Mais est-ce qu'aussi peut-être cette diplomatie, ce pouvoir n'a pas su pendant des années à créer réellement son indépendance. Le pouvoir algérien, on sait combien il y a encore aujourd'hui tout de même une emprise. Alors le pourcentage, on peut en débattre, mais il y a une emprise notamment de certains pays, dont la France. Est-ce que cette diplomatie n'a jamais réussi à s'en détacher et aussi à être indépendante? Chaban, je pense qu'il y a des fonds de commerce. C'est des fonds de commerce tantôt pour le régime algérien, tantôt pour l'extrême droite en France, les deux à la fois. Ce registre de commerce, donc le processus de réconciliation et
comment dirais-je, et de la lecture réelle de l'histoire ne s'est pas opérée entre les deux pays, qui sont la France et l'Algérie. C'est pour cela, aujourd'hui, les Algériens, ils sont très sensibles aux questions qui lient la France à l'Algérie. D'une part, pas seulement la France à l'Algérie, mais l'Europe à l'Algérie. Parce qu'après, il y a la création de cette entité politique géographique à la fois qui est l'Union européenne, avec des accords passés entre l'Algérie et l'Union européenne. Donc, sur fond de ce prestige et de cette manipulation qui est un fonds de commerce en fin de compte, aujourd'hui, les Algériens n'arrivent pas à décortiquer l'histoire, n'arrivent pas à lire l'histoire. Idem pour la France, surtout l'establishment française, qui ne veut pas un processus de réconciliation entre les anciennes colonies et la France officielle. Merci. J'aimerais rajouter un point à Chaban, c'est que ce n'est pas seulement la France. Quand on voit aujourd'hui la Russie, et tu as évoqué un point très important, c'est les contrats d'investissement russes, Algérie, qui ne profitent qu'aux oligarques russes et aux nouveaux oligarques que le chef de l'État est en train de créer actuellement. Merci, on va justement en parlant du chef de l'État. Il était tout de même à Boumerdès, Tipaza aujourd'hui, et il parlait aussi de réalisation, notamment le fait, voilà, à part les États-Unis, c'est unique d'avoir relié notamment plusieurs barrages. On l'écoute. بعد ذلك وضع السيد الرئيس حجر الأساس لإنجاز هذا المشروع الذي تصل طاقة إنتاجه إلى 300,000 متر مكعب يومياً. مشروع حيوي من شأنه سد حاجية أزيد من 3 ملايين مواطن يوميا من المياه الصالحة للشرب بمختلف بلديات ولاية بومرداس وحتى المناطق المجاورة لها. Voilà, ça c'était l'inauguration notamment d'une prochaine réalisation. Assia Geshoud avec nous ce soir. Peut-être une petite réaction sur ces images que vous avez vues tout à l'heure où cette famille algérienne célèbre la main dans le cœur, Qassaman, cette indépendance. Je disais tout à l'heure effectivement que à l'époque, voilà, c'est le désespoir, un espoir qui chute. Mais aujourd'hui, vous étiez encore dimanche à Paris. Pas autant de monde qu'en 2019, certes, mais il y a toujours ces slogans, toujours cette même revendication, et il y a cette trait l'indépendance qu'on a pu entendre dans les rues de Paris. Oui, alors Chaban, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Très bien. Chaban, déjà une petite réaction par rapport aux images que je viens de voir. J'ai juste une question. Je ne comprends pas pourquoi Chengreha, en fait, accompagne toujours Tebboune lors de ses déplacements. Je n'ai pas osé l'évoquer pour le temps, mais c'est vrai que... Oui. Non, mais vous pouvez compter sur moi pour l'évoquer. Mais je suis très intriguée en fait. Je comprends pas pourquoi et je pense que justement, transition toute faite. Je vous laisse réagir, mais je vous lance là-dessus aussi. C'est peut-être ça en fait depuis 1962. C'est qu'il y a le pouvoir militaire. Je crois que d'ailleurs ça répond peut-être même à notre question, cette indépendance confisquée. Oui, bon, c'est clair que l'armée est partout. On sait très bien, c'est une dictature militaire en Algérie, mais maintenant, elle est très décomplexée. On voit depuis maintenant à peu près deux années où l'armée s'est complètement décomplexée par rapport à sa présence au sein de la politique, et on les voit partout. On les voit dans les écoles, lors de la rentrée scolaire, on les voit dans les hôpitaux, on les voit absolument partout. Donc maintenant, ils le montrent clairement et ils n'ont plus peur disons, des interprétations. Maintenant, c'est clair, les choses sont dites. Sinon, par rapport à la place de la République, bien entendu, c'était une manifestation vraiment, pour moi, qui était importante parce que, bien entendu, cette indépendance et ces célébrations ont un goût amer pour nous parce qu'on nous aimerions bien fêter, comme les images que vous avez montrées tout à l'heure, cette indépendance réellement, mais nous savons que derrière
se cache, disons, c'est un décor, cette indépendance. Derrière se cache une colonisation déguisée. Donc, nous ne pouvons pas véritablement profiter. Je voulais simplement souligner une chose, parce que je ne vais absolument rien dire de plus que ce que vos invités ont dit et ce que le peuple algérien sait déjà. Je voulais simplement évoquer la question de la mémoire et des archives, parce que l'indépendance, finalement, recèle un certain nombre de secrets, de non-dits, d'archives. Et jusqu'à aujourd'hui, en 2023, 61 ans après l'indépendance, ces archives n'ont toujours pas été ouvertes totalement. Donc il y a eu une volonté, a priori, d'ouvrir les archives de part et d'autre. A priori, la France officielle a ouvert certaines archives. Ils ont demandé un travail d'historien, notamment à Benjamin Stora, pour revenir à cette date et aux faits, à ce qui s'est passé, etc. Mais nous savons aujourd'hui que toutes ces archives n'ont pas été ouvertes, parce que sinon on pourrait voir des révélations tout de même assez incroyables, notamment sur les déserteurs de l'armée française, les DAF dont on parlait tout à l'heure, la promotion Lacoste et le clan de Oujda. Donc on pourrait savoir beaucoup de choses de part et d'autre. Maintenant, je ne sais pas où en sont les archives en Algérie. Est-ce qu'elles ont été détruites ou elles ont été conservées, par qui? Et voilà. Donc pour pouvoir faire ce travail de mémoire, il faudrait déjà qu'on puisse avoir un accès à notre histoire, un accès aux écrits, un accès aux faits, aux actes. Et je voulais aussi rebondir sur ce que disait tout à l'heure Maître Rahmoun, si vous permettez, par rapport à la violence de l'hymne national et au fait que ça soit un des seuls. Maintenant, je ne connais pas tous les hymnes nationaux dans tous les pays du monde, et s'il y a des couplets comme ça violents sur les anciens colonisateurs, mais il faut savoir que c'est une des colonies qui était la plus violente, avec quand même plus de 2 millions de morts, torture, viol, etc. Donc c'était extrêmement violent. Je pense que les Algériens, quand ils ont écrit cet hymne, ils avaient encore ce goût de la violence très présent, et un esprit de vengeance qui perdure jusqu'à maintenant. Parce que la vérité n'est pas révélée, Chaban. On va regarder Kalima Taleb, qui est la présidente de la Fédération algérienne de handball, qui revient sur ces deux jeunes internationaux qui étaient en Allemagne, notamment pour les championnats du monde il y a une dizaine de jours, et qui, lors d'une nuit, ont décidé donc de quitter l'équipe et de prendre leur destin en main en Allemagne, en Europe. On l'écoute, elle ne comprend pas pourquoi. Elle a l'air de dire que voilà, tout va bien en Algérie, il n'y a pas de quoi s'en aller. بون اولا نتاسف على هذه الظاهره، ماهيش بالنسبه بك لكره اليد، راهي في جميع المجالات، ماشي غير في جميع، ما نقولش غير في الرياضه، راهي في جميع المجالات. نتاسف على الظاهره، الناس حتى اللي ماهيش تهرب في كره اليد راهي كاين اللي راهم يحرقوا في البحر. والله غير انا نتاسف على هذه الظاهره، باسكو جو فوا با علاه. بالك قبل كانت ظروف شويه، دوكا الظروف في الجزائر راهي اي انسان يقدر يعيش، يقدر يخدم، يقدر يدير الدراهم. انا نامن بلي بلادنا هي احسن بلاد في العالم، انا بالنسبه لي هك جو فوا با علاه يهربوا. Maître Rahmoun, alors ce ne sont pas, je rappelle aux téléspectateurs, deux cas isolés, puisqu'ils sont malheureusement très très nombreux. Ce sont des milliers d'Algériens, d'Algériennes, des familles même aisées, des mamans, des bébés qui prennent donc la décision de quitter l'Algérie vers l'Espagne sur des embarcations de fortune. Voilà, donc c'est aussi un peu le constat de ces 10 décennies, puisqu'ils sont encore très nombreux à ne pas vouloir vivre dans leur pays. Vous pouvez réagir bien sûr, Maître Rahmoun, mais je voudrais vous interpeller sur la justice. Je parlais des partis politiques tout à l'heure avec Rachid Hassani, puisque le pouvoir a toujours été donc contre l'ouverture démocratique. On l'a vu en 90 avec ces législatives qui ont été stoppées. On dit que c'est vraiment un tournant important, mais la justice, depuis ces dernières années en Algérie, comment vous pourriez la définir ?
Enfin, je pense que j'ai trois stations pour répondre. La première station, permettez-moi de rebondir sur deux concepts que Assia avait utilisés. Vérité et vengeance. Vérité et vengeance. Alors, quand il y a vérité, il y a un processus de remise en cause, c'est tout un processus historique, un processus philosophique, politique, juridique, avec probablement une justice transitionnelle qui va s'imposer entre les deux États. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le couplet est un couplet assez grave, parce le couplet, il faut le placer dans un contexte de révolution, effectivement. La guerre de libération algérienne était l'une des violentes, et la colonisation française était l'une des plus violentes, les plus meurtries qu'a subi l'humanité. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Par contre, pour les sociétés, ça serait extrêmement important et très intéressant que les sociétés se mettent en dialogue. Il y a beaucoup de Français qui ont donné de leur vie pour ne rappeler que Maurice Audin pour cette Algérie. Donc, cette Algérie dont on rêve tous. Donc, les deux États s'entendent pour mater l'histoire, mater les populations et cacher l'histoire, effectivement. Deuxième station, c'est la déclaration de la ministre de la Jeunesse et des Sports. Tu vois, Chaban, c'est pour un pays où des jeunes de 19 ans, 21 ans, deux jeunes qui ont 19 ans et 21 ans, c'est des athlètes, de surcroît étudiants aussi, très intelligents quand on est athlétique, donc, et puis on mène des études, donc on a une capacité à discerner le bien et le mal. Ce qu'on est en train de vivre en tant que citoyen algérien dans cette belle Algérie, et ce qu'on aspire, nos volontés, nos espérances et notre vœu de vivre dans un monde meilleur. Ce n'est pas la première fois, hein, il faut le rappeler, ce n'est pas seulement les premiers handballeurs ou les premiers footballeurs ou les premiers les premiers judokas ou sportifs algériens qui arrivent en Europe, un peu partout en Europe. Même en Pologne, ça s'est produit. En Hongrie, ça s'est produit. En Belgique, ça s'est produit. L'Eldorado des Algériens. Aujourd'hui, la jeunesse algérienne a perdu espoir. Vous savez, dans le code, de la famille en Algérie, du statut personnel, il y a ce qu'on appelle le khol' wa at-taliq. Les Algériens aujourd'hui ont compris qu'ils ont divorcé avec le régime algérien, qu'ils ont fait cette rupture politique, sémantique, philosophique, culturelle, sociétale, économique avec le régime algérien. La preuve, elle est là. L'interpellation, je comprends aussi la réaction de la ministre de la Jeunesse. La présidente de la fédération de handball. En tout cas, tous les moyens malheureux sont pris. Je voudrais juste, avant de redonner la parole à Assia Guéchoud, vous avez l'édito de Djamaldine Benchir juste derrière. La justice, il y a la politique dans un État indépendant, il y a aussi la justice. Hein, je crois que c'est elle qui régule les libertés. Quelques mots, Maître Rahmoun, vous avez été longtemps avocat en Algérie. Oui, avant de je voudrais vraiment aller très vite, Maître Rahmoun, je voudrais vraiment redonner la parole à... Très vite. Oui, très vite. Donc, en fin de compte, l'Algérie officielle, l'Algérie réelle dont elle parlait, cette présidente, et l'Algérie, la deuxième Algérie des indigènes, il y a une différence. Quant à la justice, je te dirais, c'est Chaban, un pays, un état de droit, quand il est malade d'une justice. En Algérie, la justice, elle fonctionne à deux tours. Il y a une double fonction. Il y a une justice horizontale et une justice verticale. Une justice horizontale, ça veut dire quoi? Quand il y a un problème, un litige foncier, civil, etc., où ça nécessite des expertises, la justice, les magistrats essayent de faire leur travail, passer un travail d'expertise, ils ne peuvent pas échapper à ça. Mais quand la justice, elle commence à devenir verticale,
Ça veut dire تبدا من المير secrétaire général تاع دايره secrétaire général تاع بلديه secrétaire général تاع ولايه responsable d'un parti politique, responsable d'une organisation de masse. Il n'y a plus de justice. Alors là, quand on parle dégradé, dans tous les plans, dans toutes les sections, que ce soit dans le statut personnel, le civil, le commercial, le pénal, le criminel, le tout, on a mangé des vertes et des pas mûres, des vertes et des pourries. Je m'excuse. Des vertes et des pourries. Quand on a nos adversaires qui sont des pantins du régime. Donc, la justice aujourd'hui ça doit être un pouvoir. En Algérie aujourd'hui, il s'agit d'un appareil au service de l'exécutif, pire encore au service de l'état-major de l'armée, avec toutes les comment dirais-je, les sous-traitances faites aux politiques, aux associations. Merci, maître. Merci. On aurait pu évoquer la même chose avec les médias. Il nous reste à peine 3 minutes. Algérienne, militante, mère de famille, l'espoir continue. Tout de même, vous êtes sur le terrain. Vous avez, je le disais, fait encore quelques centaines de kilomètres dimanche dernier pour vraiment être aux côtés, être solidaire aux côtés du peuple algérien. Il est possible encore tout de même à l'avenir de continuer ces révolutions et s'en sortir. C'est le peuple qui parlera tout de même à Siageshoud. Oui, bien sûr. C'est la continuité en fait, Chaban. Nous continuons le combat qui avait été commencé par nos valeureux Moudjahidines et Shohada, Rabbi Yarhamhum. Mais ça continue bien entendu et nous perdons pas espoir. Je voulais simplement en fait rebondir rapidement sur ce qu'a dit cette femme sur les 2 joueurs qui sont partis, Haraga. Voilà, moi ça me renseigne un petit peu sur ces 2 Algéries, comme je le disais tout à l'heure. Vous savez que quand l'Algérie était française, il y avait des Français qui vivaient là-bas, parmi les Algériens, dans des quartiers français, et qui avaient l'impression que tout allait bien. Ils comprenaient pas le jour où les Algériens ont demandé l'indépendance, ils sont sortis contre la France, et ils se sont dit mais pourquoi tout va bien? Parce qu'ils voyaient pas réellement ce que vivaient ces indigènes, ce que le peuple algérien vivait, ce qu'il subissait tous les jours. Et cette femme, elle me donne vraiment l'impression d'être un petit peu comme ces Français qui étaient naïvement dans le pays, protégés par l'armée française et qui vivaient dans des quartiers protégés. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Sinon, le combat continue, bien entendu, et on va pas s'arrêter. On va continuer à essayer de reprendre cette indépendance qui a été confisquée. Ça va être un long chemin, périlleux, mais nous allons continuer. Merci, Chaban. Merci infiniment à tous les 3. Rachid Hassani pour le RCD. On a parlé politique, c'est important ce soir. Justice et droit avec Maître Rahmoun et puis militante qui aime aussi son pays, Asia Geshoud. Voilà, tout de même une bonne fête à toutes et à tous. On a une pensée pour les martyrs, les personnes qui ont perdu des proches depuis toutes ces années, les personnes aussi qui sont derrière les barreaux, les détenus d'opinion, les détenus politiques, les journalistes qui ne peuvent pas faire le travail. Ça fait partie de ces décennies et de cette indépendance qui, encore une fois, avec le bilan qu'on peut constater ce soir, eh bien, on se rend compte que cette indépendance, malheureusement, elle est toujours confisquée, en tout cas pour les Algériens et les Algériens qui souhaitent vivre librement. Dans un instant, mon ami, mon confrère Jamaldine Benchenouf pour l'édito. Et juste derrière, alors, merci l'équipe en régie. Bonne soirée à tous.